Alors, Sylvie, on avait parlé de notre projet de capsule. Alors, on est rendu maintenant à notre première capsule. On avait parlé qu'on voulait répondre à des questions qui nous sont le plus souvent posées dans le cadre de nos formations. Et unanimement, quand on faisait notre brainstorm, quand on essaie de dire, OK, c'est quelle question on va choisir, il y en a une qui faisait l'unanimité, toi et moi, qu'on se fait poser souvent, c'est la question suivante. Quel est le meilleur truc pour intervenir auprès des enfants? C'est intéressant comme première question parce que dans notre première capsule, on a dit qu'on ne donnerait pas de trucs ni de recettes. Non, Donc, effectivement. oui, c'est un sujet super intéressant. Puis souvent, moi, je le vois quand je demande aux participants dans les formations quelles sont vos attentes. Puis là, ils me disent, ben, on aimerait avoir des trucs, on aimerait avoir des trucs, on aimerait avoir des trucs. Donc, je pense que ça peut être intéressant aujourd'hui de se dire, ben, il y en a-tu? Ça existe-tu des trucs? Premièrement, dans le cadre de notre travail d'éducatrice auprès des enfants, on peut-tu donner ça des trucs? Tu réponds quoi à ça, toi, Sylvie? Ben, quand on a parlé de tout ça, je me Oui, suis dit, je vais aller voir c'est quoi la définition de oui, truc. OK. Hein? Fait que je suis allée dans le Larousse, puis Bon. quand même, il y a plusieurs définitions sur Oui, le truc. c'est une bonne base. Vas-y donc, voir. Il y en a deux ont retenu mon attention. La première définition qui dit c'est un dispositif secret ou un astuce, imagine-toi, qui permet de réussir un tour. Donc, OK. dans cette définition-là, ben là, on irait plus dans un truc, quelque chose qui serait infaillible, une espèce de secret qu'il y en a qui détiennent, hein, qui savent comment faire. Donc, dans quelque chose qu'on aime moins, nous, par rapport à l'éducation. Hein? C'est ça, on n'est pas là-dedans. Non. La deuxième définition, c'est un moyen adroit, un procédé. Ah, là, tiens, on s'approche plus de ce quoi on veut discuter. Un procédé ingénieux pour réussir. Donc, le procédé, je te dirais que nous, on va présenter une démarche plus que Mhm. des trucs. Oui. Et par contre, c'est pas nécessairement pour réussir ce qu'on veut. C'est centré dans notre rôle éducatif comme éducatrice. Donc, d'accompagner le développement de l'enfant, Mhm. de le soutenir dans son développement plutôt que de réussir à faire quelque chose en particulier. Donc, c'est difficile de donner des trucs avec ce que tu viens de dire, puis selon la définition du Larousse, on ne peut pas vraiment dire, ben quand l'enfant fait ci, fais ça. Oui, tout à fait. Puis toi, tu avais une bonne façon de le présenter aussi, d'en parler. Tu le comparais un peu à la recette, hein, une recette. Oui, parce que étant donné que souvent je commence la formation, comme je te disais tantôt, quand je demande aux gens ben, quelles sont vos attentes, ben, là, ils vont me dire ben, on voudrait avoir des trucs, on voudrait avoir des trucs. Donc là, j'ai intégré dans ma présentation des vignettes. Ils disent ben, écoutez, j'ai trouvé des recettes. J'ai trouvé des recettes, les recettes de l'amitié. Hein? Nous, on a gardé contact malgré le contexte. On s'est écrit, on a fait des vidéos, on a continué nos discussions qu'on avait. Donc, ça fait partie de recettes de l'amitié. Ensuite, j'ai trouvé une recette de mojito. Très bon aussi, très bien exprimé. Mais la recette pour intervenir avec les enfants, elle n'existe pas. Je n'ai pas trouvé. Ouais. Donc, moi, je l'amène de cette façon-là. Là. Donc, effectivement, il n'y a pas de recette, mais comme tu as dit, il y a un processus. Ouais. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça serait, là, ce processus-là? Peut-être aimerais-tu qu'on parle d'un exemple? Comment tu l'abordes, toi? Je pense que oui, la meilleure façon de l'expliquer, c'est de prendre un exemple concret. Moi, c'est ce que je préfère parce que j'aime bien les actions concrètes. Et on pourrait le prendre, ben, il y a l'enfant qui mord, l'enfant qui pousse, l'enfant qui ne veut pas s'habiller, Mhm. celui qui est bon. Euh, mais peut-être qu'on pourrait prendre l'enfant qui mord. Oui, bien souvent, ça fait partie du développement de l'enfant aussi. Donc, allons-y Oui, avec ça, voir. Donc, avec un enfant qui meurt, là, ce qu'on comprend, c'est que je ne peux pas te dire fais ceci ou fais cela. non. Non, OK. parce que si on avait des trucs infaillibles, si on avait des trucs qui marchent tout le temps, ben on n'en parlerait plus de l'enfant qui mord. On les aurait trouvés. La personne qui les aurait trouvés, elle serait millionnaire parce que c'est une situation du développement des tout petits. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on
on va se mettre en démarche. Et cette démarche-là, bien, ça va être la démarche du processus d'intervention éducative. La première chose, c'est qu'on va observer l'enfant. Mm-hmm. On va observer, on va se demander quand il mord, est-ce qu'il y a des éléments déclencheurs par rapport à ça? Est-ce que ben, combien de fois ça arrive? Est-ce qu'il y a une période de la journée qui est spécifique? Bon, comment ça se passe? Donc, j'ai besoin de ces données-là pour pouvoir faire une analyse qui va me permettre d'identifier le besoin de l'enfant. Mm-hmm. Et où est-ce qu'il est dans son développement? Où est-ce qu'il se situe dans son développement? Oui, très important d'être capable de le situer à l'aide d'un référentiel ou à l'aide d'une grille de développement de l'enfant. Il se situe où? Un enfant qui meurt à 3 ans, c'est différent d'un enfant qui meurt à 18 mois, par exemple. Oui. Donc, il faut que je sache, il y en est où dans son développement, cet enfant-là? Là? Oui, tout à fait. Si j'ai un enfant qui est dans sa phase de développement, un enfant qui a 18 mois, 2 ans, ça arrive souvent, ben, je dois regarder qu'est-ce qui se passe pour ce tout petit-là. À partir de mes observations, je devrais être capable de dire, ben, est-ce que ce que j'identifie, c'est au niveau physique? Donc, il y a une tension au niveau de la pousse des dents qui m'amène à j'ai envie de mordre. Est-ce que j'ai un enfant qui veut dire à l'autre, prends pas mon jouet, mais qui n'a pas de mots encore, il n'y a pas beaucoup de vocabulaire? Est-ce que j'ai un enfant qui quand il vit des colères, est complètement dépassé, envahi par son émotion? Et on sait bien qu'à cet âge-là, l'enfant n'a pas ce qu'il faut, n'a pas la capacité de réguler ses émotions. Donc, à partir de cette analyse-là, puis même cette analyse-là, je vais devoir ajouter d'autres éléments. Si je me concentre sur une approche écosystémique, ben là, je vais en parler avec les parents aussi, demander aux parents comment ça se passe à la maison, comment vous réagissez, vous, à ça, ou bon, peut-être que le comportement n'a pas lieu non plus à la maison. Donc, je vais devoir prendre aussi en compte certains éléments, voir comment l'enfant réagit à mes actions, parce que j'ai probablement déjà posé certaines actions éducatives, certaines interventions. Et là, je devrais me questionner, ça marche pas, quelle réponse il a, comment l'enfant il joue, comment il évolue dans le groupe, les liens avec les autres, est-ce que l'enfant s'ennuie? Est-ce que les défis au niveau du matériel? Tu veux t'ajouter quelque chose? Quand tu as dit défi, ça m'a vraiment fait réfléchir, là, parce que effectivement, de se poser la question, est-ce que l'enfant a assez de défis dans le cadre de sa journée? Est-ce qu'il s'ennuie? Donc, c'est tous des éléments qui sont importants à mettre à prendre en considération pour essayer de trouver quelle action éducative on va mettre en place. Là. Oui. Puis là, tu sais, on va le réfléchir à partir des dimensions de la qualité. Ça fait qu'est-ce que le matériel, l'aménagement, est-ce que les expériences que je lui propose sont intéressantes pour lui, puis se situent dans sa zone proximale de développement? Parce qu'un défi pourrait être trop élevé. Oui. Un défi pourrait être pas suffisant. Donc, j'ai besoin de cette connaissance-là que m'amène l'observation du tout petit. Puis comme tu disais tantôt, la capacité de le situer dans son parcours là, à l'aide d'outils de référentiels reconnus. Donc, dans le fond, là, si je comprends bien, si je veux vraiment pencher sur une situation que je vis dans mon groupe, si je veux vraiment accompagner l'enfant dans son développement, il faut que je prenne un temps d'arrêt. Il faut que je prenne un temps d'arrêt qui va me permettre de prendre, OK, voici mes observations, je les ai devant moi. Qu'est-ce qu'elles me disent, ces observations-là? Quelle est l'analyse que je peux en conclure? Et je planifie après ça mes intentions éducatives. Puis quand tu parlais du parent, bien, j'implique le parent aussi dans tout ça. Oui, tantôt, tu parlais d'une première cueillette de données, mais il faut aussi que j'implique le parent dans l'intervention parce que c'est le premier répondant de l'enfant, le parent. Donc, il faut que je l'implique aussi là, dans le cadre de mon intervention. Oui, vraiment, vraiment. C'est très gagnant pour l'enfant, pour moi, puis pour le parent aussi. Exact. Je reviens sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit qu'il faut prendre un temps d'arrêt. Oui. Et souvent, quand on cherche des trucs, ben, on veut quelque chose de rapide. Hein? Oui, ça, c'est vrai. Parce que on a un groupe à gérer. Bon, il y a des choses il y a un horaire à suivre. Donc, j'aimerais quelque chose d'un peu rapide, infaillible, qui me permet. Puis à ce moment-là, ben, je vais plus travailler
je vais poser une action au niveau du comportement de l'enfant exact. plutôt que de prendre, comme tu dis, ce temps d'arrêt-là pour soutenir l'enfant dans son développement. Ça n'a pas besoin d'être... Excuse. Ça fait toute la différence parce que au final, je vais en sauver du temps. Puis l'idée, c'est pas de sauver, de gagner du temps non plus. L'idée, c'est surtout d'agir là où je dois agir comme éducatrice, c'est sur le développement. Oui, puis ça n'a pas besoin d'être très long. Non. Comme temps d'arrêt. Mais à un moment donné, dans ma période de planification, j'ai besoin de le prendre. C'est pas, on ne prend pas 3 heures, là. On prend un temps, mais où j'ai la tête sur cette situation-là pour essayer d'en arriver à des constats, là. Oui. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que plus je vais le faire, plus je vais développer une expertise, je vais développer une fluidité, une capacité de bien activer mon processus d'intervention éducative. Puis là, je vais même avoir l'air d'avoir des trucs. C'est la particularité des éducatrices qui ont beaucoup d'expertise, souvent. Même, il y en a qui ont moins d'expérience aussi, mais qui ont cette facilité-là. Comme elles ont travaillé à faire cette réflexion-là, ce processus-là, ben, ça se fait de façon beaucoup plus rapide parce qu'elles ont déjà fait des essais, elles connaissent très bien l'enfant avec qui elles travaillent, donc elles font rapidement l'analyse et vont pouvoir porter une action éducative beaucoup plus pertinente, puis rapidement. C'est ça le bonheur de vieillir. Donc, Sylvie, là, si je te repose la question, là, on a vraiment pris un moment là, pour vraiment détailler là, l'intervention. Mais si je reprends notre question, puis en une phrase, là, si tu étais capable d'y répondre, donc, quel est le meilleur truc que tu pourrais nous donner pour intervenir auprès des enfants? Tu nous répondrais quoi avec tout ça, là? Bien, il n'y en a pas de truc. Il y a juste une démarche qui est faite par une professionnelle en éducation qui intervient auprès d'un enfant qui est unique. Donc, l'action éducative sera aussi unique. Oh, wow! Bien, merci beaucoup, Sylvie. Moi, ça m'éclaire, en tout cas. Donc, je trouve qu'on a bien éclairci cette question. Donc, écoute... ce qu'il faut faire, c'est continuer à y réfléchir. Oui, c'est vrai. Hein? C'est bon. C'est vrai. Donc, nous, on continue à réfléchir pour notre prochaine capsule? Oui, on se retrouve. Bien, merci, Sylvie. Bye. Bye.